les foot, aujourd'hui, ce sera bien entendu la 23e journée du championnat avec comme match du jour Metz-Saint-Étienne. Un match du jour également entre Joël Quignou, arbitre, et Roland Courbis, entraîneur. Tous les buts de la soirée européenne. Les joueurs étaient contents, joueurs du champ comme gardiens de but. Un reportage sur le football en Albanie, un football qui se distingue tant au niveau des clubs qu'au niveau de l'équipe nationale. Et puis la deuxième division, avec en particulier dans le groupe A, Nîmes-Lyon. Mais l'événement de ce week-end, c'était bien entendu le tirage au sort de la Coupe du Monde 90 hier après-midi à Zurich. Tout à fait, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour au Hallenstadion Stadion de Zurich, Didier. C'était un des grands jours, le coup d'envoi de Italia 90. Le coup d'envoi, et entre nous, je crois qu'on s'en est pas trop mal tiré, Thierry. Oh là là, super bien tiré, comme on va le voir, en commençant donc par le tirage au sort du groupe de la France. C'était le groupe numéro 5, parce que dans cette boule, eh ben oui, c'est la France. Es wird doch noch gar nicht gespielt, da muss man doch noch nicht pfeifen. La France! L'adversaire de la France sera Scotland et l'Écosse. L'Écosse, pour nous, c'est Mo Johnston. Tous les matchs sont difficiles, nous dit Mo. Il y a beaucoup de bons joueurs en France et le football international n'a rien à voir avec le football de club. Mais comme je l'ai déjà dit, ce sera dur, difficile, mais je crois que l'Écosse va gagner. La France, l'Écosse et la Yougoslavie. J'ai le souvenir, nous dit le nouvel Auxerrois, de la France championne d'Europe et 3e de la Coupe du Monde. Et je sais que les grandes équipes ne meurent jamais. Il y a beaucoup de bons joueurs en France et en Yougoslavie. Et à mon avis, ils seront là l'an prochain. Et la France et la Yougoslavie peuvent se qualifier. Norway. Norwegen. Ça le fait rire, la Norvège, monsieur Blatter, mais pourtant pas vraiment de bons souvenirs, que ce soit en Coupe du Monde ou lors du récent championnat d'Europe. En tout cas, pas besoin de motiver les joueurs. Une belle revanche à prendre contre ces Norvégiens. Wir haben Zypern, Cyprus, geht in die Gruppe. Gruppe 5. On peut toujours se dire à 8 mois du début d'une compétition que c'est un tirage au sort favorable ou non. Je pense que pour nous il n'est pas mauvais. Je redoutais un petit peu l'Écosse qui est un pays de valeur internationale qui a souvent l'habitude de se qualifier. Un pays que nous n'avons pas l'habitude de rencontrer mais qui représente toutes les qualités du football britannique, qui ne réussit pas toujours très bien ou qui ne nous a pas toujours très bien réussi dans le passé. Mais je crois aussi que nous avons fait des progrès qui doivent nous permettre de lutter à armes égales avec eux. Et bon, la Yougoslavie aussi est une équipe que nous connaissons bien, qui nous a réussi lors de la dernière qualification. Alors après ce tirage, beaucoup d'espoir, à la condition que nous soyons compétitifs à ce moment-là, ce que je pense. Et je crois que nous avons les moyens de pouvoir nous qualifier dans ce groupe-là. Alors il reste deux autres adversaires, puisque l'équipe de France est tombée dans un groupe de 5. C'est également un avantage, je crois, d'être tombé dans un groupe à 5 participants. Oui, je pense que c'est un avantage avec deux qualifiés directs. Savoir aussi que la différence bien souvent peut se faire contre l'équipe présumée moins forte. Nous avons eu l'expérience contre Chypre il y a quelques années. Alors souhaitons que nous soyons capables de renouveler cette chose-là. Alors les deux adversaires sensiblement les moins forts du groupe sont donc l'équipe de Norvège et l'équipe de Chypre. L'équipe de Norvège, je ne voudrais pas vous rappeler un mauvais souvenir, a quand même pris 3 points sur 4 à l'équipe de France lors des dernières éliminatoires du championnat d'Europe. Bien, je pense que là nous sommes avertis, nous avons tous les atouts dans nos pieds, dans nos mains, nous ne pouvons pas faire d'erreur contre eux. Ils nous ont pris 3 points sur 4, eh bien à ne pas renouveler l'erreur et à nous imposer face à cette équipe norvégienne. Et lors d'un dernier déplacement à Chypre, l'équipe de France avait passé 7 buts, c'est je crois la dernière équipe à avoir réussi un score de ce type face à l'équipe chypriote. Bien oui, et si je peux parler pour mon cas personnel, c'est mon dernier match international, un bon souvenir, alors souhaitons que ça soit de bon augure.
Voilà, nous verrons tout cela à partir de septembre 88, évidemment. Mais évidemment aussi, il n'y avait pas que la France lors de ce tirage. Il y avait des dizaines de pays, des tas de groupes. Alors on va faire un petit résumé de cet après-midi suisse tout de suite. 19. Adesso danno il benvenuto, il calorosissimo saluto a Michel Platini. Michel Platini qui sera avec Pelé la vedette, l'animateur vedette de ce tirage au sort. Et c'est parti maintenant pour 2 heures de petite bouboule. Voilà, nous commencerons vers 2h15 environ par le groupe Océanie-Israël. Alors un premier tour avec 2 groupes et ensuite un deuxième tour où l'on retrouvera le vainqueur du groupe 1, le vainqueur du groupe 2 et Israël. Alors dans ce groupe Océanie-Israël, il y aura un qualifié ou 0 car le qualifié en question rencontrera un pays d'Amérique du Sud. Il y aura également ensuite le tirage au sort de l'Asie, 25 inscrits, 2 qualifiés, un petit coup de chanson avec Madame Giannini, ça ne doit pas vous dire grand chose, mais en Italie elle est très connue, le bisou de Paolo Rossi à Michel Platini, et on enchaîne avec la CONCACAF. Alors là c'est assez compliqué, mais il y a 15 pays et 2 qualifiés seulement, et vous voyez qu'il y a 2 groupes, groupe 1 et groupe 2. Il neige maintenant sur Zurich et on retrouve la Bella Ragazza Ornella Muti pour le groupe de l'Amérique du Sud. 3 groupes, 1 qualifié par groupe, Uruguay, Pérou, Bolivie, Paraguay, Colombie, Équateur, Brésil, Chili, Venezuela. Et maintenant Adriano Celentano, vous le connaissez, et il a trouvé un joueur de batterie superbe qui a vraiment le rythme dans la peau. Très excité, le monsieur sur sa droite. Il est superbe. Monsieur Blatter s'y retrouve dans ses petits papiers. Le Gabon, c'est-à-dire que c'est le groupe de l'Afrique. 24 pays, 2 qualifiés seulement. Et là aussi, c'est assez compliqué. Il y a un premier tour avec 2 groupes, groupe 1, groupe 2, élimination directe, match aller-retour. Et on se retrouve pour un deuxième tour avec 4 groupes A, B, C, D. Et il y a déjà, vous voyez, des pays qui sont qualifiés d'office. Dans le groupe A, par exemple, l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Groupe B, l'Égypte, le Kenya. Groupe C, Cameroun, Nigeria. Et groupe D, Morocco, c'est-à-dire le Maroc, et le Zaïre. Tant. Non, raté. Summer, welcome summer. Lui aussi, je suppose que vous l'avez reconnu. Pavarotti. Il y a beaucoup d'Italiens dans cette histoire, mais il faut dire que tout cela a été retransmis par la RAI qui avait les droits. Johanna, la petite fille de monsieur Joao Blanche pour l'Europe. Groupe 1, Danemark, Bulgarie, Roumanie, Grèce. Groupe 2, Angleterre, Pologne, Suède, Albanie. Groupe 3, URSS, RDA, Autriche, Islande, Turquie. Groupe 4, RFA, Pays-Bas, Pays de Galles, Finlande. Groupe 5, vous le connaissez. Quand il y a 5 pays, il y a 2 qualifiés. Et quand il y en a 4, il n'y en a qu'un seul. Groupe 6, Espagne, Hongrie, Irlande du Nord, République d'Irlande, Malte. Et groupe 7, Belgique, Portugal, Tchécoslovaquie, Suisse, Luxembourg. Encore un petit pas de danse. Et c'en est terminé. Place à la première division. Alors la première division, je vous l'ai dit, c'est Carlo Molinari, c'est Marcel Luçon. Ce sont 2 hommes qui font beaucoup de bien au FC Metz qui recevait Saint-Etienne, une équipe redoutable à l'extérieur qui s'était imposée récemment à Nantes au stade de la Beaujoire. Ça promettait beaucoup. Nous allons voir tout cela maintenant avec Philippe Huy. Metz-Saint-Etienne, c'est le match des grandes villes industrielles du championnat de Division 1. Elle n'échappe pas aux difficultés économiques, la Lorraine surtout. Et dans ce contexte, on peut se demander si le football professionnel n'est pas un luxe. Dans une région comme celle de Metz, la Lorraine en particulier, qui est touchée par le chômage, si en plus elle n'avait pas le football, je me demande qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme pôle d'attraction. Je crois qu'au contraire, on apporte un semblant, je dirais, de confort moral, d'intérêt à une région très touchée. Et notre rôle, c'est aussi ça, c'est d'être l'ambassadeur d'une région qui se veut d'ailleurs, comme vous le savez, une région de lutteurs. Et je crois que les gens s'identifient un petit peu dans cette équipe.
Une équipe qui a finalement éclaté au moment où la région a le plus souffert. Cela a d'abord été la Coupe de France en 84 et quelques mois plus tard, l'exploit en Coupe d'Europe à Barcelone. Depuis, cette équipe a été décimée, mais miracle, le FC Metz fait toujours partie des outsiders du championnat. Pour l'entraîneur que vous êtes, ça doit être déprimant de voir ces joueurs partir. Ah oui, c'est déprimant parce qu'il est certain que si on avait pu conserver ne serait-ce qu'une partie de nos joueurs, on pourrait avoir une formation de très haut standing. Mais enfin, on n'a pas de regrets, ça a permis certainement à des jeunes d'éclore, notamment je pense à Poc, Michiche, etc. Et je crois qu'il faudra s'habituer à ça, et de plus en plus, à mon avis. Les Messins, eux, devront donc faire avec une équipe en perpétuel changement, mais ce n'est pas trop grave, elle obtient des résultats et elle a le grand mérite d'avoir l'un des publics les plus fidèles. Cela a permis l'inauguration cette année d'une nouvelle tribune et, plus surprenant, l'aménagement de loges. Cela ne change pas pour autant la mentalité des joueurs lorrains. On n'a pas du tout ici la même éducation qu'un joueur du Sud. Je pense qu'ici on est plus habitué à mouiller le maillot. D'ailleurs les gens à Saint-Symphorien, disons dans le cas contraire, ne nous le pardonnent pas. Et je crois que c'est, comme je disais tout à l'heure, ce qui fait notre force et la qualité du groupe. Lui était bien cramponné et après seulement 5-6 minutes il est contré, vous le constatez, au dernier moment. Donc Metz joue sur la gauche dans cette première mi-temps et attaque toujours avec Romano maintenant qui a réussi un très bon match. Hinsberger, vous avez entendu tout à l'heure, et Miranda, un petit nouveau, on pense qu'il rate son centre, pas du tout. Et Ricky, qui était obligé d'ailleurs chercher ce ballon un petit peu en arrière, a mal assuré sa frappe. Hétor qui a froid. Et toujours Metz qui continue, qui fait le pressing. Ferry en retrait pour Dimitrov qui est piégé. Et cela profite à Ricky, mais celui-ci tergiverse un peu trop. Il est obligé de donner en retrait à Hinsberger qui est contré. Le corner n'amènera pas grand-chose. Metz pousse, Metz domine, mais sans vraiment inquiéter très sérieusement, il faut le reconnaître. Une équipe de Saint-Etienne très bien regroupée. Nous sommes à la 33e minute. Bon, pas vraiment beaucoup d'attaques de Saint-Etienne pour l'instant. Coup franc tiré par Ahon et but d'El Adaoui. On ne le savait pas aussi à l'aise dans le jeu aérien, le Marocain. On va le revoir avec la caméra du haut, la SFP et Bernard Flamand, qui fêtait sa première réalisation. Et il s'en est très bien sorti, donc, tout comme Saint-Etienne, qui s'en sort bien sur cette action et qui mène donc toujours 1-0. Mais suite à ce corner à la 3e minute, c'est-à-dire 3 minutes après le but d'El Adaoui, eh bien c'est une nouvelle tête, un nouveau coup de pied arrêté, donc une nouvelle tête. Et cette fois, un but pour Metz marqué par l'avant-centre Ricky, qui petit à petit trouve ses marques au FC Metz. Nouveau coup franc, nouvelle tête, encore El Adaoui. C'était juste avant la mi-temps. Le ballon, boum, dans les genoux de l'arbitre et pend dans les chevilles. Monsieur Depandis, qui s'en est d'ailleurs très bien sorti. C'est la mi-temps, un but partout. Bon, pas une superbe première mi-temps, mais un terrain gelé. Je vous l'ai dit, il est difficile de pratiquer un bon football dans de telles conditions. La deuxième période sera un peu plus intéressante. Et ici, c'est le jeune Piron, vous avez vu comme il a bien pivoté, s'est bien remis en position de tir. Il a remplacé Miranda, lui aussi, c'est un jeune pouce du FC Metz. Encore un coup de pied arrêté, décidément il y en a eu beaucoup. Tête et but de Canet. Castaeda s'en prend un petit peu à l'arbitre comme souvent, mais il a tort, archi tort, à 100% tort. Il n'a absolument pas faute, il a mal apprécié la trajectoire. C'est tout, but de Canet à la 65e minute. Une deuxième mi-temps, je vous l'ai dit, bien plus passionnante. Canet, un Sénégalais remarquable comme milieu de terrain défensif au FC Metz, qu'on ne connaissait pas vraiment. Encore un coup de pied arrêté, mais cette fois pas un coup franc, un corner, renvoi de la défense. Et ça va repartir au deuxième poteau avec Romano qui à mon avis voulait centrer. Et qui a failli tromper Jean Castaneda qui s'est bien repris sur cette action. Nouveau coup franc, vous avez l'impression que c'est un match heurté, tir de Poc juste à côté, mais pas du tout. Un match très correct, Poc qui a été très bon également, il aurait pu être l'homme du match. Et puis dans la continuité, là, c'est une contre-attaque pour Saint-Etienne avec Garande, contré, puis Tibeuf qui s'écoule. Alors, difficile de prendre position. Michel Hétor sera KO quelques petites minutes. Il semble en tout cas que ce soit l'attaquant stéphanois qui touche le premier le ballon, mais il semblerait aussi qu'il s'écoule après. J'ai pas vraiment l'impression que le Messin le touche. Enfin, des fois on peut mettre notre petit grain de sel, mais là c'est difficile de prendre réellement position. En tout cas, monsieur Depandis ne sifflera rien du tout. Et c'est sur ce score de 2-1 pour le FC Metz
que nous quitterons Jean Castaneda et puis Romano Efferi. Vous voyez à l'image de cette petite poignée de main, le match, je vous l'ai dit, a été très correct. On retrouve Philippe Huy pour l'homme du match et la fin de ce magazine. L'homme du match, Ricky Ovugokiri, il a marqué son 7e but de la saison, très acrobatique. En plus, il a causé beaucoup de soucis à la défense de Saint-Étienne par ses dribbles et surtout sa vitesse. L'air de la Lorraine lui réussit apparemment mieux que celui de la Mayenne. Coup de chapeau également à la relève du FC Metz, Noël Miranda qui a joué son premier match de la saison, Louis Pironne, le premier de sa carrière en pro, et Racine Khan, premier match plein, et but de la victoire. Philippe Inchberger, le capitaine que vous êtes, j'imagine, a été satisfait des petits nouveaux. Bah écoutez, c'est vrai que compte tenu de toutes les absences qu'il fallait pallier ce soir, le match contre Saint-Étienne s'avérait très difficile. Je crois que les 3 petits nouveaux là, ils se sont très bien intégrés, ils ont joué dans l'esprit du club, dans l'esprit de l'équipe, ils ont fait tous les 3 un très grand match et pour nous c'est une victoire qui compte énormément compte tenu, disons, du contexte difficile. 2 raisons pour se rendre au stade de l'Abbé Deschamps hier soir, les débuts du Yougoslave Marko Mlinarić et puis Auxerre, l'équipe en forme du moment. Frédéric Jaillant ne s'était donc pas trompé. Auxerre contre Brest, c'était donc hier soir. Nous allons y revenir, mais d'abord retour en arrière, il y a 2 mois. Auxerre recevait Montpellier, les 2 équipes avaient fait match nul, 1 partout. But de Julio César pour Montpellier et une image qui, avec le temps, est devenue un véritable document. En effet, depuis, c'est-à-dire en 7 rencontres, les Auxerrois n'ont plus encaissé le moindre but. Allait-il améliorer leur record? C'était l'un des attraits du match d'hier soir. Autre centre d'intérêt, ce joueur. Il s'appelle Marko Mlinarić, il a 27 ans, il joue milieu de terrain. Venant du Dynamo Zagreb, il est arrivé à Auxerre lundi dernier. Et voici, dans 2 secondes, son premier coup de pied, c'est fait, dans le championnat de France. 16 sélections, Mlinarić a été élu meilleur joueur yougoslave de cette année. 20 minutes de jeu et voici son cadeau de bienvenue de la part de ses nouveaux équipiers. Mlinarić, qui ne participe pas à cette action, va assister à un but superbe du Tuel Vailleroy qui manque sa remise. Il donne à Cantona, de nouveau Vailleroy, boum, et Brest est mené 1-0. Mis en confiance par ce but, ils n'en ont pas marqué beaucoup cette saison, les Auxerrois dominent. Attention au contre cependant, et ici la belle série de Martini a failli s'interrompre. Sur un terrain gelé, difficile, erreur de Bolli, il n'a pas touché le ballon de la main, mais il aurait très bien pu marquer contre son camp. Encore 1 minute à jouer en première période. À la suite d'un corner qu'il vient de tirer, Mlinarić récupère le ballon, regardez bien, sa feinte est subtile. Son centre est parfait, but de Cantona, 2-0 pour les Auxerrois. Ils se sont tous déplacés pour un hommage à leur nouveau meneur de jeu. À la mi-temps, Brest est donc mené 2-0. 1 heure de jeu et nouveau but de Vailleroy, sur coup franc cette fois, 3-0 pour Auxerre. Il faut néanmoins souligner que Brest a joué un match courageux et sur ce coup franc de Guérin, il faut tout le talent de Martini pour que la fameuse série se poursuive. De l'autre côté, sur un tir de Barret, Régis Roch, qui a pris la place de Chalery, réalise également un fameux arrêt. Mais il ne pourra rien faire à 10 minutes de la fin. Cantona, Géraldès, ce dernier y met tout son cœur, encore une frappe impressionnante et Auxerre bat Brest 4-0. 12e match sans défaite pour les joueurs de Giroud, mais gros plan sur Mlinarić. Même s'il n'a pas encore fini de faire connaissance avec ses équipiers, on ne peut que constater que son arrivée coïncide avec la plus large victoire remportée par Auxerre jusqu'à présent. Et puis bravo à Martini et sa défense, 8 matchs et 25 minutes sans encaisser le moindre but. On aimerait bien encore ne pas en prendre à Laval, ça ferait 2 mois et demi de compétition sans prendre de but et 2 mois et demi de trêve, mais ça ferait 5 mois au total sans prendre de but, ça serait bien agréable. Ça serait pas mal du tout. On aurait pu en faire le match du jour, Toulouse-Monaco, d'autant que c'était la rentrée au stadium du fameux Beto Marsico. Jean-Michel Larquet, notre envoyé spécial, va nous raconter tout ça. Toulouse-Monaco, un avant-match au cours duquel on a parlé des blessés, Odel Atlé Fofana côté monégasque, Passy Durand-Ruti côté toulousain, où l'on a causé de l'importance du résultat, mais aussi où l'on a réagi au tirage tout frais de la Coupe du Monde. Je crois être satisfait, c'est surtout le fait d'avoir évité les Allemands de l'Est et puis les Hollandais. Ici, on a eu la chance de pouvoir être dans une très simple, très important pour nous, mais disons que j'espère qu'on va pas faire comme les autres années, on va finir premier avec beaucoup de points d'avance. À Moros, on va le retrouver en action, tout d'abord sur ce coup franc du pied droit.
Puis sur cette transversale de Marcel Dib, contrôle orienté de la poitrine et frappe de demi-volée du pied gauche cette fois. La première réaction toulousaine est menée par le tandem Rocheteau-Marsico, sans succès pour la tête de l'Argentin qui, après une profonde déchirure, revient à son meilleur niveau. La preuve, on joue depuis 22 minutes, protection de balle de Rocheteau, passe en retrait, centre de Casini, déviation instantanée de Marsico et balle piquée de Rocheteau au-dessus d'Ettori. Sur la répétition, on voit que Marsico protège son geste et paralyse l'intervention de Puel. On retrouvera encore Marsico. Coup franc rapidement joué, toujours et encore pour Rocheteau. Ettori plonge dans les pieds de l'attaquant du TFC. Mais en fin de première période, Monaco va se refaire une santé. Dib pour Mège, arrêt en 2 temps de Philippe Bergeron. On joue les arrêts de jeu. Coup franc d'Amoros. On pense que la balle a été déviée en corner. Pas du tout. Coup franc à retirer. Carton jaune pour Marsico qui n'avait pas respecté la distance. Sur le second essai, cafouillage monstre. Et finalement, c'est Marcel Dib qui remet les deux équipes à égalité. Durant les 45 dernières minutes, peu de choses à noter, si ce n'est ce débordement de Rocheteau et cette reprise au premier poteau de Stopira. Dévié en corner, et sur ce corner, la tête de Desperou est arrêtée sur sa ligne par Ettori. Ah si, tout de même, j'allais oublier, il y a cette action de la dernière minute et cette faute de Vogel sur Rocheteau et un coup franc contre l'attaquant. Vous n'avez pas bien vu. Je vous propose le ralenti et je vous laisse juger. Peut-être, peut-être pas. Enfin, vous savez que la semaine dernière, on a beaucoup critiqué les arbitres. Il y a eu des problèmes à Toulon, derrière moi. Il y a eu des problèmes au Parc des Princes, à Saint-Etienne aussi. Visiblement, il y aurait un problème. Alors, quand il y a un problème, le mieux, c'est d'en parler. C'est ce que nous avons fait à Téléfoot, puisque nous avons invité Roland Courbis, l'entraîneur d'une équipe, donc, en l'occurrence celle de Toulon, et Joël Quignou, un face-à-face arbitré par Philippe Huy. 8 jours après ce fameux penalty, pas de changement. Roland Courbis et Joël Quignou ne sont toujours pas d'accord. C'est facile de faire un procès d'intention sur des décisions qui sont prises. Mais des chiffres parlent. Nous avons eu 2 pénaltys en 22 matchs contre notre défense. Ils ont été obtenus par Papin. Les chiffres, ils parlent. On peut faire dire ce que l'on veut aux chiffres. Aussi parlent. On peut faire dire ce que l'on veut aux chiffres, Monsieur Courbis. Simplement, si vous avez une attitude à l'égard de Papin et donc de la réaction occasionnée par ces attitudes... Papin continue à tomber pour le bienfait de l'Olympique de Marseille. Parlez-en ça me fait plaisir pour l'Olympique de Marseille. Parlez-en entre si, vous. Pas contre Toulon. Parlez-en entre vous, mais ne faites pas le procès des arbitres, car c'est un procès trop facile. Il y a aujourd'hui un climat qui fait que l'environnement est de plus en plus pesant sur les rencontres, et c'est pour ça, Monsieur Courbis, qu'il faut que nous luttions et qu'il faut que vous compreniez que nous avons à parler le même langage. Il faut que les médias nous soutiennent, il faut que les entraîneurs nous soutiennent, que les dirigeants nous soutiennent, et que nous puissions arbitrer en toute sérénité. Si tous ensemble, nous évoluons dans le même sens, eh bien nous ferons évoluer les choses. Autrement, nous allons au-devant d'incidents et de polémiques de plus en plus regrettables. Lors des derniers incidents, non pas ceux de samedi, mais d'autres incidents qui ont eu lieu sur le terrain de Toulon, vous êtes présenté devant la commission de la Ligue nationale. Quel a été le montant de l'amende qui a pénalisé le club? 3 000 francs, je crois. Mais est-ce que vous savez que les 3 000 francs, pourquoi c'était? Eh bien écoutez, dites-le. C'était tout simplement parce que 2-3 excités qui sont dans le stade avaient jeté une bouteille de Vittel en plastique. Donc, si ça avait été une bouteille de Vittel comme la vôtre en verre, ça aurait été peut-être 6 000 francs en plastique. Oui, alors voilà. Donc, entre une bouteille en verre et une bouteille en plastique, nous passons de 3 à 6 000 francs. C'est grave, monsieur. Vous avez déjà, monsieur Courbis, vous avez déjà acheté une bouteille de Vittel en plastique pour 3 000 francs? Non, mais disons que j'aimerais pas recevoir une bouteille aussi bien en plastique qu'en verre. Explication musclée mais positive quand Roland Courbis propose un double arbitrage. J'aimerais, si possible, quand je perds, que ce ne soit pas
sur un pénalty sifflé en dehors de la surface, parce qu'au départ de l'action, un arbitre n'a pas eu le temps physiquement de courir et de voir s'il était à 1 mètre de la surface, et j'aimerais qu'avec un deuxième arbitre, c'est-à-dire un dans chaque moitié, il ne puisse pas m'arriver une défaite avec un but comme Maradona de la main. Et je reste persuadé qu'avec un arbitre de chaque côté, ça se fait en basket sur un petit terrain, j'aimerais qu'on puisse me dire s'il n'y a pas moins de chances de se tromper. Moi, personnellement, je suis d'accord que des expériences soient tentées à ce sujet. Mais il faudrait que ce soit des expériences tentées dans des compétitions de jeunes, par exemple, ou des compétitions, de toute façon, qui soient représentatives. Monsieur Courbis, j'assiste à des rencontres de jeunes le dimanche. C'est très bien. Et quand on voit toutes les réactions des entraîneurs, l'expression des journalistes, et les conséquences de ces actions, eh bien les jeunes ne peuvent pas se conduire d'une façon correcte. Le message que je voudrais passer aujourd'hui, c'est que les enfants et les parents se doivent d'avoir des modèles. Ce n'est pas en agissant comme le font certains que nous leur donnerons le meilleur modèle. Autre difficulté pour les arbitres, les cartons jaunes et rouges. En ce qui concerne les cartons jaunes, moi je crois que premièrement, s'il y avait un autre barème en ce qui concerne les avertissements, et si par exemple les avertissements donnés en cours de match profitent à l'équipe visiteuse, c'est-à-dire à l'équipe adverse le jour où se passe ce match-là, et non pas l'accumulation de 2 avertissements, un match avec sursis feront que M. Dupont sera suspendu contre l'équipe X et qui profitera, elle, de l'absence de M. Dupont, je crois qu'on serait peut-être dans un championnat plus équitable et on pourrait par exemple laisser à l'arbitre, M. Quignou, ou à ses collègues, la possibilité plus facilement d'expulser le jour même un joueur. C'est évident, j'en profite pour vous dire que dans la deuxième partie de la saison, après la trêve, il y aura 3 téléfoot à thème sur l'arbitrage. Comme dit fort justement M. Quignou, il faut parler le même langage, nous devons tous évoluer dans le même sens, tous, c'est-à-dire les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants, bon là je parle aussi du niveau professionnel, mais niveau amateur aussi, promotion d'honneur, les jeunes, etc. Les médias, évidemment, et nous, à Téléfoot, bon, ben, nous allons essayer de réagir, d'amener notre petite pierre, si on peut le faire, bien évidemment, avec ces téléfoot à thème, évoluer dans le même sens, de manière positive, et essayer de trouver des solutions avant qu'il n'arrive une mini-catastrophe Jean Rezel, mais sur la pelouse, évidemment. Voilà, on se retrouve dans 3 minutes, le temps d'une petite page de publicité pour la deuxième partie de l'émission. Coriace tendre poulet sur la une. Retour sur le plateau de Téléfoot avec la suite de la 23e journée du championnat. Il y a eu beaucoup de buts marqués, 31. Vous en avez déjà vu 9. Voici les 22 autres avec Martin Zara. On commence par PSG Niort avec un coup de bizarre au Parc des Princes, 0-0 au repos, mais en deuxième mi-temps, le parc va exploser. 71e minute, centre de Maurice, dégagement de Bat, demi-volée et but de Mario Relmi. Relmi, 2 minutes plus tard, à l'origine du second but niortais, le centre de l'ancien Rennais sera repris de la tête par Gabro. Ce ne sera pas fini, car dans la même minute, Niort va marquer un 3e but. Servetti se retrouve seul sur la gauche. Sa frappe se loge sous la transversale de Joël Batz. Niort en perte de vitesse depuis quelques temps, s'est repris à Paris. Et ce n'est pas le but marqué peu après par Courriol pour le PSG qui changera quoi que ce soit. Le PSG s'incline 3-1. Première surprise de la soirée. La deuxième nous vient du stade Vélodrome avec la deuxième défaite à domicile de la saison de l'OM. Un seul but marqué par les Lillois par Claude Lovitz contre son camp. Le défenseur marseillais est belle cafouille sous la pression de Mobati. Lovitz pousse la balle au fond. Elle a bien franchi la ligne. Le but est validé. L'OM s'incline 1-0. 6 buts à Montpellier, les 5000 spectateurs de la Mosson ont été gâtés, surtout que c'est Montpellier qui ouvre la marque après 20 minutes de jeu par son capitaine Laurent Blanc qui trompe Morisseau de la tête. Mécan égalise 4 minutes plus tard sur ce corner et cette petite pichenette de Primorac. Mais Montpellier fait la différence en milieu de rencontre. À 2 minutes du repos, Mila, bien lancé, marque seul face à Morisseau un bien joli but du pied gauche. Et dès la reprise, la Payade marque un 3e but en profitant d'une grosse erreur de la défense canoise.
Mila glisse à Pérez qui lui glisse à son tour la balle au fond des filets. Mais les Canois une fois de plus vont revenir, inquiétés les Montpelliérains. Bellone reprend un ballon relâché par Rust pour revenir 3-2. Montpellier se met à l'abri à une demi-heure de la fin du match grâce une fois de plus à son capitaine Laurent Blanc. Mila tout d'abord va échouer une première fois mais Blanc est là pour reprendre. Montpellier l'emporte 4-2. Match correct à Nice, puisque M. Zvirog n'a distribué aucun carton. Le Matra Racing ouvre le score après une demi-heure de jeu. Débordement et centre de Buchier, but en pivot de Francescoli, du grand art qui permet aux Parisiens de mener 1-0. Et 2-0 en seconde mi-temps après Francescoli, Umpierrez. L'Uruguay Connection a encore frappé. Le tir d'Umpierrez trompe Amitrano. À 2 minutes de la fin, Nice réduit l'écart. Mais il est déjà trop tard. Seule satisfaction, ce but de Bokandé est le premier du Sénégalais sous ses nouvelles couleurs. 3500 spectateurs seulement à Bollaert pour la venue de Toulon. Lens ouvre le score après une demi-heure de jeu grâce à Chérif Oudjani. Mais sur cette action, Jean-Pierre Mottet, le gardien toulonnais, est blessé par Alfano, son coéquipier. En deuxième mi-temps, les Varois encaissent un second but, toujours par Oudjani qui n'a aucun mal à tromper Alfano qui avait remplacé Mottet dans les buts. Toulon revient à 2-1. Macambi profite d'une grosse erreur de Huard qui relâche un ballon anodin. Makanaki marque là un but, mais en fin de rencontre, Lens fait le break. Gillot n'a aucun mal à pousser de la tête le ballon au fond des filets. Pas d'image du Havre-Bordeaux, nous n'en avons pas reçu. Bordeaux, grâce à un but de Touré à 5 minutes de la fin, l'emporte 1-0 en Normandie. Enfin, victoire surprise mais logique de Laval à Nantes au vu du match. Laval qui ouvre la marque après 20 minutes de jeu avec un tir de Philippe et une jolie talonnade d'Omambiik. Nantes égalise peu avant le repos. Laval commet là sa seule erreur de la rencontre. Le ballon mal dégagé est repris par Youm, un ex-Lavola qui fusille Rousseau. Mais en début de seconde période, Laval marque un second but face à des Nantais bien décevants. Centre de Lambert, but et tête d'Omambiik. C'est le premier succès à l'extérieur de Laval cette saison. Au classement, les positions sont claires, même si Monaco ne compte plus que 3 points d'avance sur le duo Matra Racing. Bordeaux, derrière, le trou est fait. Auxerre poursuit sa remontée, 4e en compagnie de Saint-Etienne, mais à 4 points de la seconde place. En bas de tableau maintenant, la situation ne change guère puisque les 3 derniers ont perdu. Le Havre, lanterne rouge avec 1 point de retard sur Brest et 4 sur le PSG, toujours en position de barragiste. Nice plonge également 17e avec 1 point d'avance sur le PSG. La barre des 100 000 spectateurs n'a pas été franchie hier soir, mais il s'en est fallu de peu, de très peu même. En revanche, les buteurs se sont distingués. 31 buts, le meilleur total de la saison. Une moyenne de 3 buts par match, c'est bien. C'est même très bien. Bon, tirage au sort, le sport téléfoot. Martine. Oui, aujourd'hui encore 5 vainqueurs qui pourront assister gratuitement à tous les matchs de leur équipe préférée et qui gagneront bien sûr un abonnement au quotidien Le Sport. Alors pour la région Est, AS Saint-Etienne. Saint-Etienne, c'est monsieur Kirakossian Charles donc, qui gagne un abonnement à Saint-Etienne. La région Nord. Région Nord, RC Lens. RC Lens, monsieur Erduin Bernard, lui Richard Motet, ou Maté. Région parisienne, région Centre, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain FC, c'est curieux. C'est peut-être Paris Saint-Germain, non je crois que c'est Paris Saint-Germain tout court. Monsieur Delos Anioni. Pour le Sud, l'OM, Marseille. C'est l'OM Kong. André Ramirez donc pour l'OM. Et pour l'Ouest, Nantes. Voilà, on termine avec le FC Nantes, Métiver, Michael. Merci Martine. Et nous sommes pris par le temps, alors on accélère et on va vers le but de la semaine. Et on aura terminé avec la première division. Allons-y pour le but de la semaine. Eh bien, il s'agit du but marqué par Roger Milla pour Montpellier contre la Escane. Alors, cela se passe en première mi-temps. Au départ de l'action, un long centre bien travaillé de l'intérieur du pied droit. Mais après, ça se complique, vous allez le constater, dans la mesure où le ballon va ricocher sur la pelouse. Enfin, pelouse, façon de parler, puisque tout cela est bien gras. C'est-à-dire que le ballon va prendre de la vitesse. Alors, bon, apparemment, le plus facile serait de contrôler ce ballon avec le pied gauche. Mais vous constatez qu'il est en appui précisément sur sa jambe gauche, Roger Milla. Alors il est obligé de contrôler le ballon avec la jambe droite en tendant au maximum sa jambe, un contrôle orienté superbe. Il est évident qu'il ne peut pas repiquer vers le centre car il est à bout de course. Ensuite, reprendre de l'extérieur de pied droit, apparemment cela serait le plus simple, mais là aussi ça tombe mal. Il est quasiment en appui sur sa jambe droite. Alors il tergiverse un petit peu. Cette fois, il est sur ses bons appuis. Il se couche bien du pied gauche. Il s'est merveilleusement adapté à une situation pour le moins délicate. Il n'y a pas de doute, Roger, t'es le meilleur et tu méritais une carrière bien plus exceptionnelle.
Nous passons maintenant au football européen. Il s'agissait mercredi dernier des matchs retour des huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA. Flamur-Tari, petit club albanais, a battu Barcelone, grande Europe, 1-0. Barcelone est néanmoins qualifié, mais le football albanais en ce moment se distingue. Nous allons voir tout cela avec Christian Vella dans des conditions difficiles. Il n'y avait pas de caméra, etc. Mais enfin, il a 15 ans de métier, alors il n'y a pas de problème. Le 4 novembre, sous les regards d'Enver Hoxha, le père du pays, et de son successeur Ramiz Alia, l'équipe de Flamur-Tari Vlora était en train de tordre le cou aux menées expansionnistes des Yougoslaves du Partizan de Belgrade, ennemis jurés du peuple albanais. Premier but, la défense yougoslave craque sous la poussée albanaise. Dans le stade, c'est du délire. Ce sera encore pire sur ce second but qui jette l'équipe yougoslave hors de la Coupe de l'UEFA. Au second tour, ce seront les Allemands de l'Est de Wismut qui subiront la même humiliation à Vlora, à 2 pas de la ligne de partage des eaux entre l'Adriatique et la mer Ionienne. Déjà se profilait l'ombre menaçante des professionnels milliardaires du FC Barcelone. Nous sommes chez nous, les joueurs sont en forme, vous allez voir, on va gagner. Battus 4-1 à Barcelone, les Albanais ne se faisaient pas beaucoup d'illusions quant à leur qualification. Il suffirait à leur bonheur de terrasser le Barça sur la pelouse fétiche de Vlora. Et à la 15e minute, ce but de Kushta représentait un peu l'honneur sauvé de l'Albanie. Flamur-Tari 1, Barcelona 0. Çast emoționant, dashur telespectatori, că nu s-a văzut Flamur-Tari, L'Albanie, un petit peuple de 3 millions d'habitants qui se méfie de l'étranger comme de la peste. Il faut dire que par le passé, l'histoire lui a bien souvent joué des vilains tours. Alors, ce triomphe sur le football professionnel d'une grande équipe occidentale sert un peu de vernis à une idéologie pure et dure. Un système de société qui se réfère directement à la doctrine marxiste-léniniste, à la sauce stalinienne. Le football professionnel dispose de moyens économiques que nous n'avons pas. Nous avons donc à profiter de ces enseignements techniques. Mais il est hors de question que nous adoptions ces gros défauts économiques. Les propos de l'entraîneur Leonida Kourri font bien prendre conscience des liens étroits qui existent ici entre sport et politique. Dans un pays aussi replié sur lui-même que l'Albanie, le sport constitue le plus sûr moyen de s'ouvrir sur le monde extérieur, sans prendre le risque d'ingérences étrangères dans les affaires intérieures. Et quand le sport va bien, comme le football albanais, il devient une vitrine extraordinaire qui ne doit pas cacher pourtant les fondements même d'une société un peu surréaliste. Il faut gagner pour se faire connaître, mais il faut gagner surtout pour l'honneur d'un pays qui vénère Skanderbeg, son héros national. Les progrès réalisés par le football albanais sont incontestables, tant pour ce qui est de l'équipe nationale que des équipes de clubs. Ils sont essentiellement dus à une politique de formation menée depuis 1968 à travers tout le pays. Dès l'âge de 8 ans, les jeunes Albanais doués pour le football sont orientés dans des écoles sportives. Ils sont 3000 entre 8 et 14 ans à appartenir aujourd'hui à ces écoles où ils font entre 6 et 10 heures de football tous les jours. Ce sont eux qui alimentent les 42 clubs du pays et qui ont la lourde tâche de faire triompher les couleurs de l'Albanie aux 4 coins de la terre. Thierry. Eh bien, nous enchaînons immédiatement avec les buts de ces 8e retours de la Coupe de l'UEFA. C'était mercredi dernier et là aussi, il y a eu quelques surprises et quelques renversements de situation. Pas de surprise en revanche à Tbilissi, où le Werder de Brême, qui avait gagné 2-1, a réussi le match nul malgré ce but de Sulak Velidze à la 31e minute. À la 60e minute, soit en deuxième période, Schaff va égaliser pour les leaders de la Bundesliga, 1-1 à Tbilissi et le Werder de Brême qualifié.
Le Bayer Leverkusen est toujours en course grâce à cette victoire, cette superbe volée de Goetz, 1-0 face à Feyenoord. Du reste, il est intéressant de constater que les deux clubs qui ont éliminé les clubs français sont toujours en course au niveau des quarts de finale. Bravo au Bayer Leverkusen. Il y a eu un renversement de situation assez extraordinaire en Belgique, à Bruges, plus exactement, battu 3-0 à l'aller à Dortmund. Bruges qui ouvre la marque par Koelmans à la 10e minute. Jan Koelmans, absolument. Nous sommes maintenant en deuxième mi-temps et c'est un but de Léo van der Elst à la 49e minute. Ensuite, c'est un penalty, toujours de Léo van der Elst à la 80e minute, c'est-à-dire égalité au total des deux matchs. Les prolongations, les Bleus sont de l'autre côté maintenant et c'est François van der Elst, le frère de Léo, et le gardien de but de Bruges qui est ravi. Et un 5e but par Léo. Enfin bref, c'est une histoire de frangin. Et Bruges est qualifié 5-0 devant Dortmund. Pas vraiment un temps portugais à Vitkovice pour Vitkovice contre Vitoria Guimaraes. Un premier but de Kovacic à la 33e minute pour les Tchécoslovaques, 1-0. Et à 2 minutes de la fin, Grussmann met les deux équipes à égalité sur l'ensemble des deux matchs. En effet, Guimaraes avait gagné 2-0 à l'aller. Il faut avoir recours au tir au but. Et par 5 tirs au but à 4, on est précis sur la neige et en Tchécoslovaquie, et bien Vitkovice se qualifie pour les quarts de finale. Panathinaikos écrasé 5-2 à l'aller, marque un deuxième but par Vlahos à la 37e minute. Nous n'avons pas le premier, c'est-à-dire que Panathinaikos mène 2-0 pour l'instant devant Honved. Un troisième maintenant par Antonionu à la 55e minute, 3-0. Ils sont qualifiés à cet instant de la partie, mais catastrophe. Fitos marque pour Honved à la 59e minute, c'est-à-dire qu'il va falloir marquer encore une fois. C'est fait par Mavridis à la 65e. Et il y en aura même un autre par Bartsi-Milos. Donc victoire 5-1 et qualification du Panathinaikos qui s'était incliné, je vous le rappelle, 5-2 au match aller. Malgré la neige à Bucarest, le Bison a encore frappé. Le Bison, c'est Preben Elkjaer Larsen, l'attaquant danois de Vérone, qui marque le seul but du match à la 70e minute. Vérone sauve l'honneur italien. Et enfin, l'Espagnol de Barcelone, grâce à Orejuela, bat l'Inter de Milan 1-0 après avoir éliminé le Milan AC. L'Espagnol élimine l'Inter. On se souviendra de l'Espagnol du côté de Milan. Suite et quasiment fin de l'affaire Ivinek dans la mesure où la semaine dernière, eh bien, la FIFA a tranché. Écoutez, monsieur Joseph Platter, tranché. Nous avons pris une décision qui est une décision définitive et non appellable. Ça veut dire que la somme de transfert de Cabañas a été fixée à 750 000 $. Et en même temps, on retire toutes les plaintes, qu'elles soient pénales ou civiles, contre le président du Brest Armorique, M. Ivenek. Le transfert s'effectuerait alors le 21 décembre. Et à ce moment-là, le joueur, naturellement, sera également libre de jouer les derniers matchs avec son équipe de l'América de Cali. Voilà, eh bien François Ivinek a eu finalement le dernier mot, encore qu'il devra payer Cabañas un peu plus cher que prévu, 200 000 $ de plus environ par rapport au premier contrat, bien sûr. Tout devrait être signé lundi et M. Ivinek rejoindra donc sa Bretagne chérie en milieu de semaine prochaine. Mais quelle aventure, mes aïeux! Bien, la deuxième division, on enchaîne tout de suite avec le groupe A, un match qui se disputait vendredi dernier et qui opposait Dijon à Tours. Eh bien, c'est Dijon qui l'a emporté 2-0, but de Ravaille à la 52e et un autre but, vous allez voir, par Zlatanovski à la 64e. Et maintenant, nous rejoignons Thierry Curté pour le match du jour de ce groupe A, Nîmes-Lyon. Nîmes, il pleut, il fait froid, le vieux stade Jean-Bouin est moche et le public boude. Heureusement, le Père Noël était en avance hier au soir. Il a apporté un tout nouveau stade en construction et puis une affiche superbe, Nîmes contre Lyon, avec une place de barragiste à la clé. Nous ne sommes que 4e, mais enfin bon, on n'est qu'à 2 points de Lyon. Si ce soir on fait un excellent résultat, on recolle à Lyon, je crois que c'est une bonne chose pour la suite du championnat. Vous êtes un peu au pied du mur ce soir? Non, écoutez, nous ne sommes pas au pied du mur. Quand les joueurs ont signé ici, le Nîmes Olympique s'était donné une base de 2 à 3 saisons. Bon, je pense qu'à partir de là, les gens commencent un petit peu à être impatients de voir les noms qui défilent et tout dans cette équipe. Ils se sont donné une base de 2-3 ans, mais avec le petit espoir que ça arrive dès cette année. Les fidèles étaient au rendez-vous. Ils attendent beaucoup de ces deux
deux équipes car des deux côtés on a investi beaucoup d'argent. Il y a donc obligation de résultat. Il fait toujours très froid. Le match va démarrer à 200 à l'heure carrément. Le maçon dégage directement sur Kabongo. Sur ce terrain très glissant, il ne prend aucun risque, il tire dans la foulée. Les Nîmois réagissent, Lada va se dépêtrer de ses défenseurs. C'est Bernadre qui récupère, c'est Stefanini qui expédie le ballon dans le public. 2 minutes plus tard, le maçon rate complètement son dégagement. Ngo est sur la trajectoire. Lada est encore au rendez-vous des opportunistes, mais pas des chanceux. Il rate son lob. Pas de chance. Les Lyonnais réagissent et dans toute la première mi-temps sera sur ce rythme. C'est Horst qui hésite à tirer, qui s'enfonce dans la défense. Il va être contré. L'état du terrain se dégrade. 1-2 entre Vigo et Bernad qui glissent. Le ballon passe de peu à côté. Avec ce rythme complètement fou, on atteint la mi-temps. Les journalistes ont à peine le temps de prendre quelques notes. Par contre, le public, 5000 personnes en redemandent. Il s'impatiente un tantinet. Il a toujours les pieds dans l'eau. Eh bien, il va pouvoir se réchauffer. Ici, c'est Bernad qui reprend 2 volets. Heureusement, le maçon est sur la trajectoire. Au milieu du terrain, les Lyonnais perdent pied peu à peu et la pelouse devient une véritable pâte aux joints. Et c'est Lokoff, le capitaine nîmois, qui va en profiter. Regardez, il s'échappe sur l'aile droite et centre sur la ligne des 6 mètres. Lada est toujours au rendez-vous, s'empresse d'expédier cette balle au fond des filets. Nîmes 1, Lyon 0, les flaques d'eau s'agrandissent. Ça va aller encore mieux quand Lada, toujours lui, va expédier ce centre sur le pied d'Anigo, 2 volets, mais le maçon va avoir un super réflexe. Par contre, ça ira beaucoup moins bien lorsque Corion va récupérer ce ballon et le transmettre à son capitaine, Horst, qui se recentre et tire. C'est l'égalisation. Desrousseaux, le gardien nîmois, est pris à contre-pied dans la boue. Il ne peut rien faire. Dommage pour Nice qui a pourtant dominé. Score final, 1 partout. Les pieds dans l'eau, mais enfin c'était pas mal. Les autres résultats de cette soirée groupe A. Sochaux n'a pas encore joué, mais a une avance suffisante dans le haut du classement. Vous le savez. En tout cas, un bon résultat pour Lyon. À Nîmes, il fallait le faire. Un but partout, le groupe B, Thierry. Le groupe B avec Nancy-Abbeville qui avait ouvert le feu, c'était vendredi. Avec Abbeville qui prend un départ tonitruant à Marcel Picot, 39e minute, but de Ojoula, 1-0 pour les visiteurs. Et à 1 minute de la mi-temps, Levève échappe à tout le monde en partant et en prenant le ballon dans les pieds d'un Lorrain dans sa propre moitié de terrain. 2-0 à la mi-temps pour Abbeville, on n'en croit pas ses yeux du côté de la Lorraine. Heureusement, la deuxième mi-temps sera pour les Lorrains, heureusement pour Nancy bien sûr. Stéphane ramène la marque à 2-1 à la 77e minute. Et à 60 secondes de la fin du match, Bélizy met les deux équipes à égalité 2-2. On a eu chaud du côté de la Lorraine. Rouen, aidé un petit peu par l'arbitrage de Monsieur Lartigot, a écrasé Mulhouse 5-0. Penalty contestable transformé par Martet. Jenner conteste et se fait expulser. Et puis 10 minutes plus tard, Roland, manifestement hors jeu, marque le deuxième but. C'est beaucoup pour une équipe de Mulhouse qui a 10 contre 11 en deuxième période. Encaissera 3 nouveaux buts. Le premier superbe sur coup franc de Jarolim, reprise de Martet. Et puis encore Martet à 4 minutes de la fin. Et enfin le Yougoslave Samardjiya à 3 minutes de la fin, 5-0, Rouen a battu Mulhouse et se maintient en position de barragiste. Au classement, Strasbourg, vainqueur de Beauvais 3-0, but de Christen, Kembel et Lemonnier, compte 5 points d'avance sur Caen, tenu en échec 0-0 par Guingamp. Rouen est à 6 points, Nancy et Mulhouse à 9. On enchaîne rapidement pour vous signaler que dans le prochain Téléfoot, il y aura un spécial Platini. Il y aura en effet 3 sujets sur Michel Platini qui vient de sortir un livre, Michel Platini, ma vie comme un match, et qui expliquera tout ça à notre mascotte Alexandre. Des tas de petites anecdotes. Il y a eu beaucoup de livres faits sur Michel Platini. Sur Robert Laffont. On peut retrouver l'image. Mais voilà. Ah, c'est un joli raccord, ça. Il a d'ailleurs signé tous ces petits livres chez Robert Laffont. Et donc, il y avait aussi une galerie, des peintures, etc. C'est Patrick Mahé qui a écrit le bouquin de notre ami Michel. Donc, dans ce livre de Michel Platini. Il est 53, on doit donner le générique à 54.
Ça veut dire qu'on a peut-être le temps de se caler sur Pays-Bas, juste voir le début de Pays-Bas et puis après on lance le générique rapidement. Est-ce que vous êtes calé sur le Pays-Bas? Peut-être pas. Bon, oui, pas calé. Non, évidemment. Ça pouvait arriver. Bon, ben alors on lance tiens, le générique. On va lancer le générique et puis on va montrer le livre de Monsieur Teilman aux éditions Amphora parce que comme ça faisait 4 fois que je l'amenais, c'est une technique nouvelle d'entraînement, 170 exercices pratiques et Monsieur Teilman est un éducateur belge. Il méritait bien de passer à Téléfoot. Voilà, et pour une fois, nous allons voir une série d'arrêts de gardiens de but. Cela se passait lors de la soirée européenne et cela est également pour rendre hommage à Julien Darruy, merveilleux gardien de but français de l'avant-guerre qui nous a quittés hier. Dans la journée d'hier, Julien Darruy, qui était donc le gardien que vous connaissez. 71 ans. 71 ans et donc des parades un petit peu partout en Europe et des gardiens de but ravis, vous l'avez vu. Donc la semaine prochaine, un spécial Platini, le championnat de France et tout, des pages européennes. Et il y aura même un téléfoot spécial le 27 décembre, je vous le signale, avec un spécial équipe de France, une émission d'1 heure sur l'équipe de France. Voilà, et bien à la semaine prochaine et les buts étrangers dans Sport Dimanche Soir tout à l'heure. N'oubliez pas, au revoir. À 13h20,